troubles de la parole et de la respiration, de la déglutition et de la voix, troubles du langage, surdité, autant de domaines pris en charge par l'orthophoniste. Cet auxiliaire médical intervient sur prescription médicale auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de personnes âgées dans un but de prévention et de réadaptation. L'orthophoniste travaille en collaboration avec des médecins généralistes, des spécialistes tels que les ORL, pédiatres, psychiatres, neurologues, gérontologues. L'orthophoniste travaille sur les troubles de la communication humaine et aide à l'apprentissage de la communication. Le but pour chaque patient est de comprendre et de se faire comprendre. Aujourd'hui, dans notre émission, l'intérêt de l'orthophonie pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Véronique Le Richard, orthophoniste. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous exercez le métier d'orthophoniste depuis presque 30 ans et vous vous êtes spécialisée dans la rééducation de la communication auprès des enfants sourds et malentendants en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier plus spécifiquement ? Auprès des enfants sourds et malentendants plus spécifiquement. Oui. Alors déjà, c'est vrai que c'est moi qui ai choisi de m'orienter vers la surdité, puisque ce n'est pas une spécificité, ce sont des spécialités. Donc pourquoi j'ai choisi... ça m'est un peu tombé dessus en fait. Ça m'est un peu tombé dessus. Je pense que ça tombe souvent dessus. Hein. Ça m'est tombé dessus. Ça m'intéressait beaucoup pendant les études, pendant mon stage aussi, que j'ai fait à Paris en surdité. Pendant toute une année, la dernière, donc celle qui a le plus de demi-journée de stage. Et effectivement, c'était très très intéressant. C'était une partie qui m'a beaucoup plu par rapport à d'autres. Et par la suite, j'ai plutôt exercé en cabinet et puis en institution, en CMPP, donc qui ne reçoit pas d'enfants malentendants, même pas, encore moins de sourds. Et j'en croisais quelques-uns en libéral. Mais c'était des personnes, on va dire, c'était pas des petits sourds, des jeunes sourds, des enfants sourds, c'était des enfants qui avaient, ou des adolescents plutôt, qui avaient déjà eu un suivi, un accompagnement, une rééducation, donc qui venaient aussi avec un objectif beaucoup plus précis, beaucoup plus affiné, et de ce fait, donc je répondais à une demande plus simple, si je puis dire, avec des personnes qui avaient souvent déjà des stratégies de compensation et de communication assez multiples. Et puis je suis revenue en Guadeloupe en 2006, je suis rentrée au CAMS. Et au CAMS, ça a été un hasard effectivement au départ. Une personne partait, c'était elle qui s'occupait des enfants sourds. Donc ça a été un peu un défi, un challenge. Et après, ça a été, oui, je peux te dire maintenant avec 15 ans de recul que c'est quand même une passion. Vraiment. Mais comment ça se passe ? Quel est votre objectif lorsque vous prenez en charge justement ces enfants sourds ou malentendants ? Qu'est-ce que vous souhaitez en fait mettre en place avec eux ? Alors, quand on prend... Alors déjà, je prends en soin pour justement qu'il n'y ait pas de charge. Je prends en soin donc, parce que je suis auxiliaire médicale, puisque je travaille aussi avec des personnes qui ne font pas du soin, mais qui participent à un projet de soin. L'idée part d'abord de l'annonce du diagnostic. S'il est fait très tôt ou moins tôt, parce que je vois des enfants de 0 à 6 ans au CAMS, effectivement, il y a tout d'abord l'accompagnement parental. C'est, à mon avis, le point central, le point clé, puisque c'est eux qui vont déterminer le projet. Dans la mesure où il se construit avec une équipe, on peut changer l'équipe, mais on ne peut pas trop changer de parents. Donc en fait, la rééducation se fait avec les parents, sans parents, point de rééducation. C'est un peu ça l'idée. Sans parents, il peut se passer quelque chose, on peut mettre des choses en place, mais on voit bien que ça n'aboutit pas, en tout cas pas du tout de la même façon. Plus les parents sont impliqués, c'est valable pour tout, hein, et mieux ça marche. Et pour qu'ils soient impliqués, il faut qu'ils mesurent un petit peu ce qui les attend, même si c'est flou. C'est d'ailleurs aussi flou pour nous, parce qu'il y a des choix qui vont orienter la communication, la rééducation et l'accompagnement. Déjà, donc il faut qu'ils s'approprient, je pense, la surdité. C'est, à mon avis, l'objectif numéro 1. Alors, on va avoir des appellations un peu différentes, type travail de deuil, quand même, acceptation du handicap. Donc ça, c'est des termes, le jargon qu'on pourrait dire, mais qui sont vraiment très, très importants, parce que même si on ne fait pas que recevoir le parent jusqu'à ce qu'il accepte, ça se mélange. Mais on voit bien que lorsqu'un parent n'a pas accepté
surdité au bout de quelques mois et même quelques années. C'est plus compliqué pour l'enfant, c'est plus lent souvent, parfois il ne s'investit pas du tout parce qu'il y a une forme de rejet ou de passif par rapport à un outil, par rapport à l'SF parfois. Donc c'est d'abord le parent, toujours le parent, pour qu'il s'approprie la surdité, parce que son enfant il le connaît déjà. Je pars du principe justement, c'est le remettre à sa place de parent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu démunis, c'est tout d'un coup je ne sais plus quoi faire. Or, il le savait très bien avant, et qu'effectivement, il y a une partie qui va nous incomber, c'est-à-dire l'éducatrice, la psychomotricienne, l'audioprothésiste, enfin toutes les personnes qui vont intervenir. On est assez nombreux au final, hein, surtout chez le tout petit. Mais c'est vraiment que le parent s'approprie la surdité, d'autant plus que... tout le temps, on ne va pas se mentir, un parent, quand il est face à une surdité, qu'elle soit moyenne, sévère et surtout profonde, on va lui proposer à un moment ou à un autre un choix éducatif, de communication, thérapeutique, de prothèse, d'implant, chirurgical, ça peut être très varié, mais il va devoir faire un choix. Et effectivement, c'est le parent qui doit faire le choix. C'est-à-dire que quand on parle de choix, on parle d'appareil auditif, d'implant cochléaire, de langue des signes. L'objectif en fait de cette rééducation, c'est d'apprendre à oraliser, c'est-à-dire à parler, à lire sur les lèvres. Comment vous définissez en fait les objectifs à atteindre avec des enfants? Alors, le premier choix, on vient un petit peu avec, parce que dès lors qu'un enfant a un diagnostic de surdité, donc évidemment il y a un niveau de surdité, et on l'appareille quasiment systématiquement pour voir qu'est-ce qu'il fait avec le son, qu'est-ce qu'il a comme reste auditif et qu'est-ce qu'on peut exploiter au niveau acoustique. Donc d'entrée de jeu, on commence avec ça, il faut s'approprier. L'appareillage, c'est pas non plus évident, les sifflements. L'enfant qui est souvent tout petit a beaucoup de mal, hein, c'est pas évident de mettre une prothèse à un enfant. Ils aiment pas, ça peut prendre des semaines, voire même des années pour certains. Ça dépend aussi comment c'est travaillé dans la famille. Si c'est peu investi, ben, l'enfant le sent et donc il va moins l'investir lui-même. Mais on travaille un peu sur les restes acoustiques. Qu'est-ce que l'enfant peut exploiter? Qu'est-ce qu'il perçoit du monde entendant et du monde sonore? Ça, c'est quand même assez important parce que quel que soit le projet et l'objectif qui va suivre, de toute façon, des restes sonores ou des indications sonores, je pense que c'est toujours intéressant pour eux de savoir dans quelle situation ils peuvent se trouver. Donc ça, c'est fait. Après, là, c'est la politique plus CAMS, mais c'est vrai qu'on met quasi systématiquement de la langue des signes. C'est-à-dire que, alors les enfants, on peut les avoir petits, 6 mois. Mais 6 mois, on communique en langue des signes, donc on peut y aller aussi. Et les enfants qui sont plus grands, même 3-4 ans, c'est-à-dire qui auraient dû parler, c'est ce qui les a amenés vers nous et vers le diagnostic, c'est de leur donner du langage, c'est-à-dire de la communication. C'est ce qu'on appelle éviter le syndrome de privation langagière, pour lequel je suis très attachée, d'abord parce que je travaille sur le langage, et parce qu'effectivement, quel que soit le choix qui est choisi derrière, on peut abandonner de la communication gestuelle. Il faut quand même organiser la pensée, la communication et le langage. On ne parle ni oral, ni écrit, ni gestuel, mais vraiment le concept de langage. Il faut maîtriser en fait un langage pour que l'enfant puisse se structurer en fait intellectuellement. Pour qu'il puisse construire, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse partager, pour qu'il puisse dire aussi ce dont il a besoin, envie ou ce qui lui fait mal. Donc ça c'est à peu près accepté par beaucoup de parents, surtout que on est plutôt sur une présentation très bébé signe, c'est-à-dire que... C'est ludique. Oui, il faut que ce soit ludique et il faut simplement que ça paraisse comme un intérêt pour les parents. Alors depuis quelques années, je dirais, je bénéficie quand même de l'effet de mode du bébé signe, parce que si c'est ludique pour un enfant entendant, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour un enfant sourd, vu qu'il sera mieux concerné. Donc ça, c'est relativement bien accepté. C'est-à-dire que les parents aussi acceptent d'apprendre la langue des signes? Alors ils acceptent... Dans un premier temps, ils acceptent l'idée de l'apprendre. En fait, pour aller vers le langage. Aller vers le langage. Effectivement, c'est pas du tout évident pour eux, parce que c'est pas un choix qu'ils ont fait. C'est pas une langue comme une autre. Hein. La langue des signes, c'est une langue qui nous tombe dessus aussi. Donc, c'est pas toujours évident. C'est en plus pas une langue orale. Donc, il faut aussi changer toute la conception du langage.
on peut mal prononcer, ben, on peut aussi faire des gestes de travers, si je puis dire. Et ça, c'est assez compliqué, mais en même temps, c'est aussi une langue qui fascine et qu'on peut trouver rapidement très belle. Et comme elle est gestuelle, et que même les entendants qui n'ont jamais vu un sourd ou n'ont jamais signé sont tous des personnes qui vont pratiquer un moment du geste signifiant ou du mime, c'est vite compris l'intérêt. Il est très très vite compris, et c'est encore mieux quand on le fait en présence de l'enfant qui lui comprend tout de suite, bien avant ses parents, puisque ça prend sens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oui. C'est assez magique même avec les petits. Parmi les personnels de santé, quel est le pourcentage d'orthophonistes? Réponse A, 31%, réponse B, 18%, ou réponse C, 4%. La bonne réponse est la réponse C. 4% des personnels de santé sont orthophonistes. 96,8% sont des femmes. Au 1er janvier 2019, la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques dénombre 27 000 orthophonistes en France, dont 779 dans les départements et régions d'outre-mer. Donc, en fait, la rééducation que vous faites, vous prenez en charge les enfants, on va dire de 0 à 6 ans. Voilà. Que se passe-t-il après en Guadeloupe? Alors, après 6 ans, je dirais que grosso modo, il y a les enfants qui ont pu effectivement rentrer dans l'oralisation. Quels que soient les moyens, et pour lesquels les parents choisissent de rester dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire au niveau scolaire, c'est-à-dire l'école qu'on appelle inclusive, avec des aides bien sûr adaptées, qu'elles soient techniques, appareils, implants, micros, ou des aides humaines comme l'AESH ou l'enseignant spécialisé. Là, on est dans l'école ordinaire. Pour les enfants, très généralement sourds profonds, hein, soit ceux qui ont eu des difficultés à rentrer dans le langage oral, soit ceux qui ne peuvent pas avoir d'implant et donc qui ne peuvent absolument pas exploiter tout ce qui est auditif et donc qui vont être plus signants. Il y a le centre EFETA qui est à Capesterre et qui reçoit les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 18-20 ans, ça c'est plus très clair, et qui ont des classes spécialisées avec des maîtres CAPEJ, donc vraiment spécialisés en surdité et qu'en surdité, qui communiquent en langue des signes, qui peuvent certains pratiquer la LPC, bon ça c'est varié, mais qui sont effectivement amenés à ne travailler qu'avec des enfants sourds. En fait, Véronique, on a l'impression que c'est vrai que vous maîtrisez vraiment bien le sujet, mais j'imagine que pour des parents ayant un petit bout de chou sourd malentendant, avoir toutes ces informations, c'est pas du tout si simple. Comment ça se passe pour que le parent puisse s'y retrouver en fait dans toutes les possibilités qui s'offrent à lui, les organismes à contacter ou c'est quand même pas évident. Alors, la surdité concerne peu de monde, donc effectivement, il y a peut-être un défaut d'information. Il y a très peu de temps, on travaillait sur ça au centre et une personne qui avait organisé une réunion disait que pour avoir travaillé dans un CESAD, donc qui n'est pas concerné par les enfants sourds, elle disait mais quand même, si on a un enfant sourd, nous on est déjà des professionnels, on ne sait pas vers qui s'adresser. Alors, étant au cœur de l'action, c'est vrai que je l'ignore ça. Moi, je l'ignore. C'est vrai que je l'ignorerais. Comment on vient vers nous, ça, c'est quelque chose qui ne m'apparaît pas comme difficile, parce qu'il y a un traitement, si je puis dire, en amont, dans la mesure où il va y avoir des infirmiers, du personnel médical, de PMI, d'hôpital, de médecine libérale, qui lui est censé être mieux averti. Alors il l'est quand même mieux averti, mais il l'est peut-être pas tant que ça. Alors, il y a une dizaine d'années, un peu plus, comme il s'agissait du dépistage précoce qui devait être installé en Guadeloupe comme ailleurs, enfin dans toute la France, il y a eu depuis le CHU de Pointe-à-Pitre une demande de regroupement, donc des organismes, des acteurs, on va dire, de la surdité, pour qu'on fasse qu'on ait une meilleure couverture de la surdité. Et effectivement, en parlant dépistage précoce, on a pu parler de dépistage tout court.
puis accompagnement, puis centre, puis association, éducation nationale, c'est-à-dire d'avoir un regard sur un petit peu tout ce qui se passe en surdité. Mais effectivement, je pense qu'il faut travailler le sujet. Travailler le sujet. Oui. Mais peut-être via justement le dépistage, les parents ont peut-être accès à davantage d'informations que ce qui était auparavant. Une fois qu'ils sont indiqués, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une suspicion, en fait, effectivement, on va les envoyer certainement vers le centre ORL. Si quelqu'un connaît le circuit, il va les envoyer vers nous, parce qu'il y a 2 centres de dépistage, hein, c'est le CHU et le CAMS. Donc à partir de là, une fois qu'on sait quel est le motif de demande, bon, on va faire un dépistage en fonction. Donc ORL, audio, etc. Alors après, tous les professionnels voient justement la famille pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. S'il y a une forte suspicion et qu'on aboutit à un diagnostic, évidemment, il y a une annonce du diagnostic et par la suite, on met un projet thérapeutique en fonction, bien sûr, de l'enfant, de la famille et de son dossier médical, parce que bien sûr, certains n'arrivent pas qu'avec la surdité. C'est quand même important que les parents puissent savoir au moins qu'ils peuvent en tout cas contacter le CAMS pour avoir des informations et pour au moins essayer de vous centraliser quand même beaucoup d'informations pour la Guadeloupe, pour les enfants sourds et malentendants, pour pas qu'ils soient en fait démunis par rapport à ça. Dans l'actu multimédia, je souhaiterais vous présenter aujourd'hui le manuel d'enseignement du LPC, langage parlé complété, dont les auteurs sont Brigitte Lejeune et Gabrielle Miès. Le LPC est une combinaison de lecture labiale et d'information manuelle et est un moyen de communication visuelle destiné aux enfants sourds en parallèle d'un appareillage adapté. C'est une approche d'enseignement ludique qui reprend les principes de base du codage du LPC. Bonne découverte! J'ai une dernière question, Véronique. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se créer ou apparaître pour la Guadeloupe pour une meilleure prise en charge justement des enfants sourds et malentendants dans l'île ? Alors, pour une meilleure prise en charge alors déjà une meilleure collaboration avec l'éducation nationale, alors qui a ses propres, je ne vais pas dire défauts, mais contraintes, c'est plus juste, parce que ça avance pas vite et c'est très compliqué, je trouve. Et comme on est un petit pays, et bien du coup, il y a une petite offre, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont à Lens-Bertrand comme à Vieux-Fort et elles finissent par se rassembler. Donc, il y a l'idée de mobilité qui est compliquée, je trouve. Maintenant, j'aimerais qu'il y ait des classes bilingues, vraiment bilingues. Langue des signes. En langue des signes, qu'on développe un petit peu plus. Des ateliers aussi LPC. Langage parlé complété, ce qui permet de mieux lire en fait sur les lèvres. Qu'on puisse développer tout ça. Alors au niveau des professionnels, ça le fait. Maintenant, c'est toujours des professionnels qui sont impliqués, qui sont souvent passionnés et qui vont y aller. Après, on n'a pas besoin d'être très nombreux non plus, puisqu'on ne va pas ça reste une niche en fait. Voilà, tout à fait. Mais au niveau scolaire, si, je pense, au niveau associatif, et puis peut-être après, au niveau peut-être plus général, en langue des signes, que ce soit mieux connu par l'ensemble de la population. On a en Guadeloupe déjà l'habitude de véhiculer en plusieurs langues. On n'est plus à une... Tout à fait, banaliser la langue des signes, quel merveilleux projet. Tout à fait. Et puis avoir peut-être plus de vidéos, plus de sous-titrage dans les émissions, etc. C'est pas encore systématisé, même si je sais qu'il y a aussi des carences professionnelles. On est toujours un peu dans l'excuse justement parce qu'on sait que le milieu est carencé, mais il faut être ambitieux et peut-être attractif, je sais pas. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux, oui, il faut être ambitieux. Non, sérieusement, il faut être ambitieux. Merci beaucoup Véronique d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.